Ne le laissez pas ici. Mettez le crucifix là-bas. Il l'a dit sans me regarder, d'un ton neutre, presque administratif. Comme on déplace un meuble. Pour des raisons pratiques, sa main a indiqué un coin de la pièce, près de la porte, à moitié dans l'ombre. J'ai cru d'abord avoir mal entendu. J'ai regardé le crucifix, puis lui. Il n'a pas répété. Il attendait. Je suis resté immobile. Le bois froid contre ma paume. Ce crucifix avait toujours été là. Pas par ostentation, pas par superstition. Il était là parce qu'il avait une histoire. Parce qu'il avait été béni le jour de notre mariage. Parce qu'il avait traversé les années, les naissances, les deuils. Et surtout parce qu'il me rappelait que, dans cette maison, certaines choses avaient un sens qui ne se déplaçait pas sur commande. Là-bas. Ah. Théa, il insistait, plus doucement, comme s'il s'agissait d'une faveur. Je l'ai déplacé, lentement. Pas par conviction. Par réflexe. Celui que j'avais appris toute ma vie, ne pas faire de vagues. Respecter l'autorité. Surtout quand elle se présente avec une voix calme et une soutane. La cérémonie a eu lieu. Les prières, les chants, les regards bienveillants. Personne n'a rien remarqué. Personne, sauf moi. Je sentais ce vide étrange à l'endroit où le crucifix avait toujours été. Un vide discret, mais insistant, comme une absence qui n'a pas été expliquée. Après son départ, j'ai remis le crucifix à sa place. Immédiatement. Sans réfléchir. Comme on corrige un geste qui ne nous appartenait pas. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose venait de se produire. Sans bruit, sans témoin. Pas un scandale. Pas un affront public, une petite chose déplacée. Et avec elle, une limite franchie. J'en ai parlé plus tard. D'abord timidement. À une amie. Puis à ma fille. Enfin, lors d'un repas. Presque en passant. Comme on raconte une anecdote sans importance. Il m'a demandé de mettre le crucifix ailleurs, et à jeudi. Le silence qui a suivi n'était pas celui de l'indifférence. C'était un silence choqué. Des regards se sont échangés. Des sourcils se sont froncés. Quelqu'un a demandé, il a vraiment dit ça. Je me suis sentie soudain maladroite. Comme si j'avais exagéré. Comme si j'avais mal interprété. J'ai tenté de minimiser. Ce n'était sans doute rien, peut-être une question de place. Je n'y ai pas prêté attention, sur le moment, mais le malaise ne s'est pas dissipé. Au contraire. Il s'est installé, dense, précis, ce n'était pas seulement la demande. C'était ce qu'elle impliquait. Le fait que, dans ma propre maison, on m'ait demandé de déplacer un symbole sans main, expliquer pourquoi, et que j'ai obéi sans poser de questions. Ce soir-là, je n'ai pas dormi, pas par colère, par lucidité. Je repassais la scène, encore et encore. Le ton, le geste, l'absence d'explication, et surtout mon silence. Ce silence-là n'était pas respectueux. Il était conditionné, appris, répété. Je me suis levée au petit matin. J'ai regardé le crucifix, revenu à sa place. Il n'avait pas bougé. Mais moi si. Quelque chose en moi avait changé. Pas une révolte, une vigilance. Je me suis demandé, depuis quand, j'acceptais que certaines décisions se prennent sans moi. Au nom d'une autorité supposée bienveillante. Depuis quand je confondais la foi avec l'obéissance muette. Depuis quand je laissais d'autres définir ce qui était approprié, dans mon propre espace. Je n'ai pas remis en cause ma croyance. Pas une seconde.
Ce que je remettais en question, c'était l'idée qu'elle devait s'effacer devant une injonction non expliquée. La foi n'est pas un meuble qu'on déplace pour arranger la vue. Quand j'ai raconté cette histoire, des réactions m'ont surprise. Certaines étaient indignées, d'autres mal à l'aise. Quelques-unes tentaient d'excuser. Ils ne voulaient sans doute pas mal faire. Les prêtres ont leurs habitudes. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas grave. Mais ce n'était pas rien. Ce jour Allah n'a pas déclenché de scandale. Il n'a pas changé le monde. Il a changé mon regard. Et parfois c'est exactement ainsi que commencent les histoires. Et parfois c'était avait jamais prévu de raconter. Parce qu'il suffit d'un objet déplacé, d'une phrase dite trop vite, pour que l'on comprenne que le respect ne va jamais dans un seul sens. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai su que je n'allais plus me contenter de déplacer ce qui me concerne, sans biara, demander pourquoi. Avant cet épisode, ma foi avait toujours occupé une place simple, presque silencieuse. Dans ma vie, elle n'était ni démonstrative, ni revendicatrice. Elle se manifestait dans les gestes quotidiens, dans une manière d'accueillir, de pardonner, de tenir quand tout vacille. Revenir en arrière, a aidé à comprendre pourquoi cette demande, apparemment, anodine, avait provoqué un tel trouble en moi. J'ai grandi dans une maison où la religion n'était jamais imposée, mais transmise par l'exemple. On ne parlait pas beaucoup de Dieu, mais on parlait de respect, de droiture, de responsabilité. Le crucifix était là, accroché au mur, non comme un rappel constant de règles, mais comme un repère. Il avait toujours été à la même place. Personne ne le commentait. Il faisait partie du décor intime, comme une présence discrète. Quand je me suis mariée, j'ai emporté cette tradition avec moi. Le crucifix que nous avions fait bénir, le jour de notre union, n'était pas un symbole de perfection morale. Il était le témoin d'un engagement imparfait, humain, traversé de doutes et de moments de grâce. Je l'avais accroché moi-même. Un soir, sans cérémonie particulière. Et je n'y avais plus pensé ensuite. Les choses qui comptent vraiment se font souvent ainsi. Sans bruit. Au fil des années, la maison avait vu passer des prêtres, des visiteurs, des proches. Jamais personne n'avait fait de remarques. Jamais personne n'avait demandé de déplacer quoi que ce soit. Je n'avais donc jamais envisagé que ce geste puisse poser problème. Il ne s'agissait pas d'exposer une conviction, mais de vivre avec elle, tranquillement. En repensant à tout cela, je me suis rendu compte que mon trouble ne venait pas seulement de la demande, elle-même. Il venait du décalage entre ce que je vivais intérieurement et ce que les calages on attendait de moi extérieurement. On m'avait demandé de déplacer un symbole, sans m'expliquer pourquoi. Comme si ce symbole n'avait pas d'histoire, pas de sens personnel. Comme s'il était interchangeable. Je me suis souvenu d'autres moments, plus anciens, où j'avais accepté sans questionner. Des petites adaptations, des concessions présentées comme nécessaires. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas approprié. Ce sera plus simple ainsi. À chaque fois, j'avais obéi par souci d'harmonie. Persuadé que céder sur de petits détails permettait de préserver l'essentiel. Mais à force de céder, on finit par ne plus savoir ce qui est vraiment essentiel. Cette demande avait réveillé quelque chose de plus profond. Le sentiment que mon espace intime pouvait dolor satanopa setenta avait réveillé quelque chose de plus profond. Le senti d'aise. Moi,
au nom d'une autorité qui ne se sentait pas tenue de s'expliquer. Et cette impression n'était pas nouvelle. Elle venait s'ajouter à d'autres expériences, d'autres silences accumulés au fil du temps. Je me suis demandé, quand j'avais appris à répondre d'abord par l'obéissance, avant même de comprendre, quand j'avais intégré l'idée que poser une question pouvait être perçu comme un manque de respect. Cette confusion entre respect et soumission m'avait accompagné longtemps, sans que je la nomme. Ce retour sur le passé n'a pas suscité de colère immédiate. Il a suscité une lucidité calme. J'ai compris que ma réaction n'était pas excessive. Elle était proportionnée à tout ce qu'elle réveillait. Ce n'était pas seulement une histoire de crucifix déplacé, c'était une histoire de place. Ma place. J'ai repensé à ma manière de transmettre la foi à mes enfants. Je leur avais toujours dit que elle devait être libre, jamais contrainte. Qu'elle se nourrit de sens, pas de peur. Et je me suis demandé quel exemple je donnais, en acceptant sans mots, dire ce qui me mettait mal à l'aise. L'exemple du silence, de l'effacement poli, plus j'y réfléchissais, plus je comprenais que cet épisode n'était pas isolé. Il s'inscrivait dans une longue habitude de me taire, pour ne pas déranger, de minimiser ce que je ressentais, pour préserver une paix de surface. Cette paix-là, je l'avais payée cher, sans m'en rendre compte. Ce retour en arrière n'était pas un règlement de compte avec la religion, ni avec une institution. Il était une remise à plat de ma propre posture, de la manière dont j'avais appris à me situer face à l'autorité, quelle qu'elle soit. Trop souvent en retrait, trop souvent dans l'acceptation automatique. En revisitant ces souvenirs, j'ai compris que ce que je cherchais désormais n'était pas la confrontation, mais la cohérence. Être fidèle à ce que je croyais, à ce que je ressentais, sans me cacher derrière la peur de mal faire. Cette cohérence-là me semblait soudain indispensable. Ce passé revisité n'effaçait rien. Il éclairait. Il me montrait le chemin parcouru et celui qui restait à tracer. Et surtout, il me préparait à regarder autrement ce qui allait suivre. Car une fois que l'on comprend d'où l'on vient, il devient beaucoup plus difficile d'accepter de se taire sans raison valable. Les premiers signes de rejet ne se sont pas manifestés par des paroles violentes ni par des gestes brusques. Ils ont pris la forme d'un glissement subtil, presque imperceptible, qui m'a longtemps semblé normal. Après cet épisode du crucifix, j'ai commencé à remarquer des attitudes qui, jusqu'à là, m'avaient échappé ou que j'avais choisi de ne pas voir. Il y avait d'abord cette manière nouvelle de me corriger à demi un mot, pas frontalement par des phrases enveloppées de douceur apparente. Ce n'est peut-être pas nécessaire. On fait plutôt comme ça, habituellement. Ces remarques surgissaient souvent, lorsqu'il était question de pratique, de tradition, de gestes que j'avais toujours accomplis, sans problème. Elles n'étaient jamais expliquées, elles s'imposaient comme des évidences. Je me suis surprise à hésiter avant d'agir, à réfléchir, à 2 fois avant d'accrocher une image, d'allumer une bougie, de dire une prière à voix haute. Ce qui avait été naturel devenait conditionnel. Je ne savais plus très bien ce qui était approprié ou non, et cette incertitude ne venait pas de ma foi, mais du regard des autres. Lors de certaines visites, j'ai senti un malaise diffus. Pas de reproches, mais des silences appuyés. Des regards qui s'attardaient trop longtemps sur les murs, sur les objets, comme s'ils cherchaient quelque chose à corriger. Je me faisais plus discrète. J'anticipais. J'enlevais certains signes avant même qu'on ne me le demande. Je croyais agir par respect.
En réalité, je m'effaçais. Un jour, quelqu'un a dit sur le ton de la plaisanterie. Tu es très attaché à ces symboles, toi. J'ai souri. J'ai répondu par une phrase vague. Mais à l'intérieur, j'ai ressenti une petite piqûre. Ce n'était pas une moquerie ouverte, mais une mise à distance. Comme si ce qui faisait partie de moi devenait un trait encombrant, à tolérer avec indulgence. Je me suis alors mise à douter. Était à ce moi qui exagérait. Était à se déplacer de tenir à ses repères. Je me posais ces questions en silence, sans jamais les formuler à voix haute. J'avais appris à intérioriser le doute plutôt qu'à le partager. C'était plus simple. Moins risqué. Peu à peu, j'ai compris que ce rejet n'était pas dirigé contre ma personne, mais contre ce que je représentais. Une fois vécue simplement, sans filtre, sans calcul, elle n'entrait pas dans un cadre précis. Elle ne se rangeait pas facilement. Et ce qui ne se rangeait pas dérange. Il y a eu cette scène, un dimanche, où j'ai voulu remettre le crucifix à sa place, habituelle, après une visite. Quelqu'un m'a arrêté d'un geste. Ce n'est pas nécessaire. La phrase était calme, mais définitive. J'ai obéi. Et en obéissant, j'ai senti quelque chose se briser doucement en moi. Pas ma foi, ma liberté. Ces petites humiliations ne faisaient pas de bruit. Elles ne suscitaient pas de scandale. Elles s'accumulaient, elles modifiaient ma posture. Je parlais moins. Je faisais attention à ne pas trop montrer ce qui m'habitait. Je devenais prudente dans mon propre espace. Je me suis rendu compte que je cherchais à me rendre acceptable. Comme si je devais prouver que ma foi était discrète, raisonnable, presque invisible pour mériter d'être respectée. Cette prise de conscience m'a bouleversée. Depuis, ai-je besoin d'autorisation pour être ce que j'étais? Autour de moi, personne ne semblait remarquer ce bissement. Ou peut-être le remarquait Thaïs sans le nommer. L'habitude du silence est contagieuse. On s'y installe sans y penser. On s'y conforme pour éviter les tensions. Et peu à peu, on oublie ce qui nous faisait tenir droit. Je ne ressentais pas encore de colère, plutôt une tristesse sourde. Celle qui naît quand on comprend que quelque chose d'essentiel est toléré, mais pas accueilli. Accepté, mais pas respecté. Cette nuance est cruelle. Elle use lentement. Ces signes, pris séparément, n'auraient convaincu personne. Ils étaient trop subtils, trop ordinaires, mais ensemble ils formaient un tableau clair. On attendait de moi que je m'adapte, que je me fasse petite, que je ne dérange pas l'ordre établi. Et moi, je m'y pliais. Pourtant, au fond de moi, une résistance persistait. Une sensation discrète, mais tenace, celle que quelque chose n'était plus juste. Que le respect ne devait pas aller dans un seul sens. Que croire n'impliquait pas de disparaître. Je n'étais pas encore prête à parler. Pas encore prête à agir. Mais je savais désormais reconnaître ces signes pour ce qu'ils étaient, non pas des maladresses isolées, mais les symptômes d'une mise à l'écart progressive. Et quand on commence à voir cela, on ne peut plus faire semblant de ne rien sentir. La goutte d'eau est arrivée un matin sans cérémonie, dans une lumière pâle, qui rend les choses plus nettes qu'elles ne le sont d'habitude. J'étais seule dans le salon, en train de remettre un peu d'ordre après une visite. Les chaises reprenaient leur place, la table retrouvait son calme. J'ai pris le crucifix pour le remettre là où il avait toujours été, par réflexe plus que par décision. La porte s'est ouverte derrière moi. « Laissez-le », a dit une voix. Ce n'est pas approprié. Je me suis retournée lentement. Le ton n'était ni dur ni agressif. Il était posé,
assuré, comme s'il énonçait une règle évidente. J'ai senti une chaleur monter en moi. Pas de la colère. Non. Une brûlure courte, précise, celle qui naît quand quelque chose d'injuste se dit avec trop de tranquillité. Pourquoi? Ai-je demandé. Il y a eu un silence, pas un silence gêné. Un silence calculé qui pèse les mots à ne pas dire. Puis la réponse est tombée, sans me regarder vraiment. Cela pourrait mettre certaines personnes mal à l'aise. Cette phrase, si banale en apparence, a fait basculer quelque chose. Certaines personnes, pas moi. Pas ce que je ressentais. Pas ce que ce symbole représentait dans ma maison. D'autres, indéfinis, lointains, devenaient la mesure de ce qui était acceptable chez moi. J'ai reposé le crucifix sur la table. Je n'ai pas obéi tout de suite. J'ai regardé l'espace vide au mur. Cet espace racontait déjà trop de choses. Il disait la concession répétée, l'effacement progressif, la place qu'on réduit sans jamais l'avouer. C'est chez moi. Et ai-je dit, doucement. La réponse est arrivée, polie, presque compatissante, bien sûr. Mais parfois il faut savoir s'adapter. S'adapter, le mot a résonné comme une injonction familière. Combien de fois l'avais-je entendu? Combien de fois l'avais-je appliqué sans discuter, convaincu que l'adaptation était la preuve d'une foi humble, d'un caractère conciliant, d'une bonté nécessaire. Ce jour-là, j'ai compris que l'adaptation qu'on me demandait n'était pas un partage, mais une capitulation silencieuse. Il ne s'agissait plus d'accueillir l'autre, mais de me retirer pour lui faire de la place. J'ai rangé le crucifix dans un tiroir. Ce geste m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Pas parce que je cachais un symbole, mais parce que je cédais encore. Et en cédant, je sentais que je m'éloignais de moi-même. Le reste de la journée s'est déroulé comme dans un brouillard. Les paroles me parvenaient étouffées. Les gestes étaient mécaniques. À l'intérieur, quelque chose s'était fissuré, sans bruit. Je n'étais pas en colère contre une personne précise. J'étais en colère contre ce système discret, qui me faisait croire que ma présence devait être négociée. Le soir, j'ai ouvert le tiroir. J'ai repris le crucifix. Je l'ai tenu longtemps. J'ai pensé à ce qu'il avait vu, des joies, des deuils, des prières murmurées, quand personne ne regardait. Il n'avait jamais blessé personne. Il avait seulement accompagné. C'est alors que j'ai compris que l'injustice n'était pas dans la demande, mais dans la manière. On ne m'avait pas parlé. On m'avait administré. On m'a demandé de me faire plus petite, pour que d'autres se sentent à l'aise. Cette phrase m'a serré la gorge. Elle contenait toute la vérité. Et en la relisant, j'ai senti quelque chose se redresser en moi. Une décision, encore floue, mais irréversible. Je n'allais plus accepter que ce qui me constitue soit relégué au rang d'inconvénient. Je n'allais plus confondre respect et effacement. La foi n'est pas une décoration qu'on déplace selon les invités. Elle est une manière d'habiter le monde. Et cette manière a la mérite au moins d'être regardée en face. La goutte d'eau n'a pas provoqué de scandale. Elle n'a pas déclenché de cris. Elle a fait mieux que cela. Elle m'a obligé à nommer ce que je ressentais depuis trop longtemps, sans oser le dire. Et quand on nomme enfin l'injustice, même doucement, on cesse déjà d'y participer. Les nuits qui ont suivi ont été longues, silencieuses, peuplées de pensées que je n'arrivais plus à repousser. Je me couchais tôt, épuisé sans avoir réellement agi,
et je me réveillai avant l'aube. Le cœur lourd, mais étrangement lucide. Le sommeil ne venait pas pour réparer. Il venait seulement pour suspendre, quelques heures, ce qui insistait en moi. Je repassai les scènes encore et encore. Pas seulement celle du crucifix rangé dans le tiroir, mais toutes celles qui l'avaient précédé. Les silences acceptés, les phrases avalées, les gestes différés pour ne pas déranger. Je comprenais peu à peu que ce que j'avais vécu n'était pas un incident isolé, mais le point culminant d'un long apprentissage de l'effacement. Je me suis surprise à prier différemment. Non plus pour demander la paix à tout prix, mais pour demander la clarté. Je ne demandais pas que les autres changent. Je demandais à voir juste, à ne plus confondre bonté et abandon de soi. Ces prières-là n'étaient pas apaisantes. Elles étaient exigeantes. Elles me forçaient à regarder ce que je avais trop longtemps évité. Il y avait en moi deux voix, qui se répondaient sans cesse. L'une disait « Laisse tomber. Ce n'est pas si grave. Tu as vécu bien pire. » L'autre murmurait « Si ce n'est pas grave, pourquoi cela te fait haïr si mal ?» Entre ces deux voix, je me tenais éveillé, incapable de trancher, mais incapable aussi de retourner à l'innocence d'avant. J'ai commencé à noter des détails, des dates, des phrases exactes, pas pour accuser, mais pour comprendre. Mettre des mots précis sur ce qui m'avait blessé me donnait une étrange sensation de solidité. Tant que tout restait flou, je pouvais douter de moi. Dès que c'était écrit, je ne pouvais plus me raconter d'histoire. Un après-midi, j'ai pris rendez-vous avec une personne de confiance. Pas pour dénoncer, pas pour créer un conflit, mais pour parler librement. Pour dire ce que je n'avais jamais osé, formuler sans m'excuser. En parlant, j'ai entendu ma propre voix. Elle tremblait parfois. Mais elle ne mentait pas. Et cette honnêteté-là me rendait plus forte que je ne l'imaginais. On m'a posé une question simple, presque déstabilisante. Qu'est-ce que vous voulez, vous maintenant? Je suis restée silencieuse. Personne ne me l'avait demandé ainsi depuis longtemps. Je savais ce que je ne voulais plus. Mais ce que je voulais réellement, restait à définir. Cette question m'a accompagnée pendant des jours. Elle revenait sans cesse, comme un fil conducteur. Je ne cherchais pas la revanche. Je ne cherchais pas à humilier qui que ce soit. Ce que je voulais, c'était ne plus me trahir. Ne plus me taire quand quelque chose me déplaçait intérieurement. Ne plus me faire petite pour que les autres se sentent confortables. Cette prise de conscience n'a pas été spectaculaire. Elle a été lente, parfois douloureuse. Elle m'a obligée à accepter que j'avais contribué, par mon silence, à ce qui m'arrivait. Non par faiblesse, mais par fidélité mal placée. Reconnaître cela a été difficile. Mais c'était aussi libérateur. Je me suis demandé ce que signifiait vraiment le respect. Était-ce toujours céder? Était-ce toujours comprendre l'autre avant de se comprendre soi-même? Ou était-ce aussi savoir dire « Ici, c'est ma limite », sans agressivité, sans justification excessive. Plus j'y pensais, plus je comprenais que mon combat n'était pas extérieur. Il était intérieur. Il s'agissait de réorganiser ma manière d'être au monde. De ne plus considérer mes valeurs comme négociables par défaut. De ne plus accepter que ce qui me fonde soit relégué au second plan. J'ai commencé à préparer discrètement ce qui allait suivre. Rien de brusque. Rien de théâtral. Des décisions simples,
réfléchie. Une manière nouvelle de me positionner. De parler quand il le fallait. De me taire quand le silence était un choix. Non, une soumission. Cette période d'introspection n'était pas confortable, mais elle était nécessaire. Elle m'apprenait que la dignité ne se récupère pas d'un coup. Elle se reconstruit pas à pas. En osant regarder ce qui fait peur. La possibilité de déplaire, de déranger, de rompre certains équilibres fragiles. Je ne savais pas encore exactement comment les choses allaient se dérouler. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'étais plus disposé à sacrifier ce qui me constituait pour préserver une paix qui me laissait vide. Et dans cette certitude nouvelle, encore tremblante, mais déjà solide, j'ai compris que le temps de la préparation avait commencé. La préparation n'a pas pris la forme d'un plan rigide, ni d'un affrontement annoncé. Elle s'est construite dans la précision. Des gestes sobres, presque invisibles, qui m'ont redonné une assise. J'ai commencé par clarifier ce qui relevait de moi et ce qui ne m'appartenait plus. Cette distinction, simple en apparence, m'a demandé un effort immense. J'ai repris mes notes, les phrases exactes, les dates, les circonstances. Non pour dresser un réquisitoire, mais pour m'assurer de ne pas glisser à nouveau dans le flou. J'avais trop longtemps minimisé ce que je ressentais en me disant que ce n'était pas grand à chose. Désormais, je refusais cette facilité. Ce qui me blessait avait le droit d'exister, au moins sur le papier. J'ai pris rendez-vous avec une personne compétente, extérieure à mon cercle habituel. Je voulais un regard neutre, informé, sans complaisance ni dramatisation. J'ai exposé les faits calmement, les silences imposés, les demandes répétées d'effacement, la manière dont mon espace intime avait été redessiné, sans moi. Je parlais sans colère, presque avec une rigueur nouvelle. Cette rigueur me protégeait. On m'a parlé de droits, de limites, de responsabilités partagées. On m'a rappelé que la foi, quelle qu'elle soit, ne peut être instrumentalisée pour imposer le silence. Que le respect ne se décrète pas à sens unique. Entendre ces mots m'a procuré un soulagement discret. Je n'étais pas excessive. Je n'étais pas ingrate. J'étais simplement en train de reprendre ma place. En parallèle, j'ai préparé mes paroles. Pas un discours. Des phrases courtes, claires, impossibles à détourner. J'ai appris à dire non, sans ajouter d'explications superflues. À dire « je ne suis pas » d'accord, sans me justifier pendant de longues minutes. Cette économie de mots m'a donné une force nouvelle. Moi je parlais, puis mes phrases portaient. J'ai aussi préparé mes silences. Ceux qui ne sont pas des fuites, mais des choix. Je savais que certaines tentatives de discussion chercheraient à me ramener dans l'ancien schéma. Celui où je rassure, où je m'excuse, où je tempère. J'ai décidé de ne plus jouer ce rôle. Ne pas répondre immédiatement. Laisser l'autre assumer le poids de ses paroles. Le silence, cette fois, serait à moi. Concrètement, j'ai réorganisé mon espace. Pas de manière provocante, simplement cohérente. J'ai remis le crucifix à sa place, définitivement. Sans l'annoncer. Sans attendre l'approbation de quiconque. Ce geste, modeste en apparence, a été un point d'ancrage. Chaque fois que je passais devant, je me rappelais que certaines décisions n'ont pas besoin d'être négociées. J'ai anticipé les réactions possibles, la surprise, le malaise, les tentatives de minimisation, peut-être même l'indignation feinte. Me préparer à ces réactions m'a évité de vaciller quand elles sont apparues.
Je n'avais pas besoin qu'on comprenne immédiatement. J'avais besoin de rester droite. J'ai pris soin de moi, avec une attention nouvelle. Pas pour me distraire, mais pour tenir. Marcher. Respire. Écrire ces gestes m'aidait à rester connecté à ce que je faisais. La préparation n'était pas seulement stratégique. Elle était aussi intérieure. Il fallait que je sois prête à perdre certaines illusions. Peut-être certaines relations. Sans m'effondrer. Je me suis fixé une ligne simple. Je ne chercherai ni à convaincre, ni à provoquer. Je dirai ce qui me concerne. Je refuserai ce qui m'efface. Et je laisserai chacun réagir comme il l'entend. Cette ligne m'a apporté une paix étonnante. Elle réduisait le champ des possibles. Et c'était précisément ce dont j'avais besoin. À mesure que les jours passaient, je sentais une solidité s'installer. Pas une dureté. Une stabilité. Je ne me préparais pas à une victoire éclatante. Je me préparais à être fidèle à moi, à même, quelles que soient les conséquences. Cette fidélité-là n'avait rien de spectaculaire. Elle était discrète, tenace, irréversible. Je savais que la confrontation viendrait. Pas forcément sous la forme d'un face-à-face théâtral. Peut-être dans une remarque, une demande, un regard appuyé. Peu importait la forme. J'étais prête à ne plus céder par réflexe, à ne plus déplacer ce qui me constitue pour préserver le confort des autres. Cette préparation minutieuse m'a appris une chose essentielle. La dignité n'a pas besoin d'être brandie. Elle se construit dans la constance, dans le refus calme de ce qui nie notre place. Et quand elle est prête, elle n'a plus besoin de se justifier. Je n'attendais plus le bon moment. Le bon moment, c'était maintenant. La confrontation n'a pas eu lieu comme je l'avais imaginé autrefois, avec des voix qui s'élèvent et des portes qui claquent. Elle est arrivée dans un moment ordinaire, presque banal, ce qui l'a rendue d'autant plus décisive. C'était en fin d'après à midi. La lumière entrait de biais dans le salon. Le crucifix était à sa place, visible, tranquille. Comme s'il n'avait jamais bougé. On m'a fait la remarque sans détour cette fois assis. Tu l'as remis. J'ai levé les yeux. J'ai hoché la tête. Oui, il y a eu une attente. Celle où l'on espère une justification, une phrase d'excuse, un recul. Rien n'est venu. J'ai laissé le silence s'installer. Un silence plein, maîtrisé, qui n'avait plus rien de soumis. Ce silence-là n'était pas une fuite. C'était une position. Tu sais que ça peut poser problème, a hâté, a on repris. J'ai respiré calmement. Chez moi, non. Cette phrase, simple, a semblé suspendre l'air. Elle n'attaquait personne. Elle ne demandait rien. Elle posait un fait. Et c'est précisément cela qui a dérangé. On ne pouvait ni la contredire sans s'exposer, ni la contourner sans admettre ce qui se jouait réellement. Les réactions ont suivi, comme je m'y étais préparé, d'abord l'étonnement, puis la tentative de relativisation. On exagère. Ce n'est pas contre toi. Tu interprètes. J'ai écouté. Sans interrompre, sans corriger. Je ne cherchais pas à convaincre. Je laissais les mots se dire, s'user d'eux à même. Puis est venue la phase que je redoutais le plus autrefois. La pression douce. Celle qui se part de bonnes intentions. Pour éviter les tensions. Pour le bien de tous. Tu comprends bien. J'ai compris, oui. J'ai compris que ce bien de tous se construisait toujours au prix du silence des mêmes. Je comprends. Et ai-je répondu. Mais je ne me retirerai plus. Il y a eu un changement immédiat.
Le ton s'est durci légèrement, pas de colère ouverte. Une crispation. Comme si l'on découvrait soudain que je n'étais plus disposé à jouer mon rôle. Ce rôle qui consistait à absorber l'inconfort, pour que les autres n'aient pas à se questionner. On m'a demandé si je cherchais le conflit. Non. Et je dis. Je cherche la cohérence. Ce mot a semblé déstabiliser. La cohérence ne se négocie pas facilement. Elle oblige chacun à regarder ce qu'il accepte, ce qu'il refuse, et pourquoi. Elle met fin aux arrangements tacites. Je suis resté calme, mon cœur battait fort, mais ma voix ne tremblait pas. C'était une victoire en soi. J'avais longtemps cru que me tenir droite provoquerait une explosion. Il n'y en a pas eu. Il y a eu autre chose, de plus inconfortable. Une perte de contrôle pour ceux qui l'exerçaient sans le nommer. La discussion s'est arrêtée faute d'arguments. On ne m'a pas donné raison. On ne m'a pas condamné, non plus. On a changé de sujet, ce changement-là disait tout. Le piège se refermait. Non pas par un coup d'éclat, mais par l'impossibilité de continuer comme avant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai senti une distance nouvelle. Des regards évités. Des conversations plus brèves. Je n'étais plus la personne, accommodante, sur laquelle on pouvait compter, pour lisser les aspérités. Cette perte de statut a eu un prix. Mais elle a aussi eu un effet libérateur immédiat. Je n'avais plus à me surveiller. Certains ont tenté de me faire revenir en arrière, subtilement. Un message. Une remarque indirecte. Tu pourrais faire un effort. Je n'ai pas répondu. Pas par mépris. Par choix. J'avais dit ce que j'avais à dire. Répéter aurait affaibli mes paroles. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle l'équilibre a changé. En cessant de céder, j'avais déplacé le centre de gravité. Ce n'était plus à moi de porter le malaise. Il circulait désormais là où il devait être, chez ceux qui exigeaient l'effacement, sans jamais l'assumer. Je n'ai pas savouré cette justice comme une revanche. Je l'ai accueillie comme une conséquence logique. Quand on se tient à sa place, sans élever la voix, sans humilier, sans attaquer, les rapports se réorganisent d'eux-mêmes. Certains liens résistent, d'autres se fissurent. C'est inévitable. Je n'ai pas cherché à réparer ce qui se brisait. Tout ne mérite pas d'être maintenu. J'ai observé, à distance, ce qui se révélait. Les alliances tacites. Les peurs. Les habitudes. Tout ce qui se nourrissait de mon silence apparaissait soudain fragile. Cette confrontation finale n'a pas mis fin à toutes les tensions. Elle a mis fin à une illusion. Celle que la paix dépendait de mon effacement. En restant silencieuse. J'avais rendu toute tentative de manipulation inutile. Et dans ce calme nouveau, parfois inconfortable mais profondément juste, j'ai compris que le piège n'était pas celui que j'avais tendu aux autres. C'était celui que j'avais cessé de me tendre à moi, à même. L'éclatement n'a pas été bruyant. Il n'a pas pris la forme d'une rupture franche, ni d'un affrontement public. Il a été progressif, diffus, presque administratif. Comme ces fissures qui apparaissent après un choc discret, et que là, on découvre trop tard pour les empêcher. Les habitudes ont changé, avant que les mots ne suivent. Les réunions se sont espacées. Les invitations sont devenues plus rares, plus vagues. On verra, ce n'est pas le bon moment. Je n'étais plus au centre de l'organisation tacite qui faisait tenir les choses. On ne me demandait plus d'arranger, de temporiser, de traduire les silences.
Cette mise à l'écart avait quelque chose de froid, mais aussi de révélateur. Elle montrait exactement ce que je représentais auparavant. Un amortisseur. Certains ont réagi par l'agacement. De petites phrases ont circulé. Jamais dites en face. Elle est devenue rigide. Elle cherche les problèmes. J'en ai entendu des échos. Elles m'ont atteinte moins que je ne l'aurais cru. Peut-être parce qu'elles confirmaient ce que je savais déjà. Quand on cesse d'absorber, on devient soudain difficile. D'autres ont préféré le déni. Ils faisaient comme si rien n'avait changé, comme si mon geste n'était qu'une parenthèse. Ils parlaient du temps, des choses pratiques, évitaient soigneusement tout ce qui touchait au fond. Cette neutralité apparente était une manière de ne pas regarder la vérité en face. Je n'ai pas cherché à les y contraindre. Chacun son rythme, chacun ses renoncements. Il y a eu aussi des retournements. Des alliances silencieuses qui se sont effritées. Des personnes qui, jusque-à là, s'étaient soutenues sans le dire. On commençait à se reprocher mutuellement plus. L'absence d'un pilier invisible fait toujours apparaître les failles. Je n'avais rien provoqué activement. J'avais simplement cessé de maintenir l'équilibre à bout de bras. Je regardais tout cela à distance. Pas par mépris. Par nécessité. J'avais compris que me rapprocher trop vite. Expliquer encore. Tenter d'adoucir me ferait retomber dans l'ancien rôle. Celui qui rassure au détriment de soi. Je ne voulais plus de ce rôle. Allah, même s'il m'avait donné autrefois une forme de place. Ce détachement n'était pas facile. Il y avait des moments de solitude. Des soirs où le silence me semblait trop vaste. Je doutais parfois. Ai-je été trop loin? Aurais-je pu faire autrement? Ces questions revenaient. Surtout quand je pensais à ce que j'allais perdu en apparence. Une forme d'appartenance. Un confort relationnel. Même imparfait. Mais chaque fois que le doute montait, je repensais à ce tiroir fermé sur le crucifix. À la brûlure précise que j'avais ressentie ce jour-là. Cette mémoire-là me ramenait à l'essentiel. Je n'avais pas quitté un groupe. J'avais quitté une posture qui me vidait. Il y a eu, à ma surprise, quelques gestes discrets de soutien. Une personne m'a appelé, sans commentaire inutile. Je voulais te dire que j'ai compris. Une autre m'a simplement dit, tu as fait ce que tu devais. Ces paroles, m'ont touché plus que de longues justifications. Elles n'exigeaient rien. Elles reconnaissaient l'éclatement familial, institutionnel, relationnel, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'a pas tout détruit. Il a trié. Il a mis en lumière ce qui tenait par habitude et ce qui pouvait survivre à la vérité. Cette sélection n'était pas confortable, mais elle était saine. Je me suis rendu compte que certaines relations ne reposaient que sur mon silence. Une fois ce silence retiré, il ne restait rien à quoi se raccrocher. D'autres, en revanche, se sont transformées. Elles ont perdu en fréquence, gagné en sincérité. Moins de contact, mais plus juste. Je n'ai pas cherché à reconstruire immédiatement. J'ai laissé les choses se déposer. Laisser tomber les faux équilibres demande du temps. On ne remplace pas une structure ancienne par une autre du jour au lendemain. Il faut accepter le vide temporaire, l'inconfort, la désorientation. Pendant cette période, je me suis tenu à l'écart des interprétations. Je n'ai pas répondu aux rumeurs. Je n'ai pas corrigé les récits déformés. Chacun avait besoin de raconter l'histoire à sa manière pour la supporter. Moi, j'avais besoin de me taire pour rester fidèle à ce que j'avais posé.
Ce silence-là n'était plus une fuite. Il était une frontière. Il me protégeait des tentatives de récupération, des appels à la culpabilité, des invitations déguisées à revenir en arrière. Il me disait dévour, nouvel équilibre. À mesure que les semaines passaient, le chaos se calmait. Les tensions se redéployaient ailleurs. Je n'étais plus le point de fixation. Cette décentralisation avait un goût étrange, à la fois triste et libérateur. Triste, parce qu'elle marquait la fin d'une illusion de cohésion. Libératrice, parce qu'elle me rendait, enfin étrangère, à des conflits qui ne m'appartenaient pas. Je comprenais alors que l'éclatement n'était pas une punition, c'était une conséquence. Quand on retire un mensonge discret, celui qui consiste à se taire pour maintenir l'ordre, l'ordre se reconfigure. Certains s'y perdent, d'autres s'y retrouvent. Moi, je commençais à respirer autrement. La nouvelle vie n'a pas commencé par un grand départ, ni par une décision spectaculaire. Elle s'est installée comme une évidence tranquille, presque timide. Au lendemain de ce tumulte discret, j'ai d'abord senti un allègement, puis une fatigue profonde, celle qui suit les longues périodes où l'on tient sans cesse à écouter. J'ai compris qu'il fallait du temps pour que le corps et l'esprit se rejoignent enfin. J'ai réorganisé mes journées. Pas pour les remplir, mais pour les habiter autrement. Les matinées sont devenues un espace à moi. Je me levais sans urgence. Ouvrais les fenêtres, laissais entrer l'air. Je ne consultais plus mon téléphone. Dès le réveil, je voulais entendre ce que je pensais, avant d'entendre ce que on attendait de moi. Cette simple habitude a changé la texture de mes journées. J'ai pris un petit logement, à quelques rues de là. Rien de grand, rien d'ostentatoire. Un lieu clair, silencieux, où chaque objet avait une raison d'être. Je n'y ai emporté que l'essentiel. Quelques livres, des photos choisies, et le crucifix. Je l'ai accroché à hauteur de regard, sans cérémonie. Ce geste n'avait plus besoin d'être justifié. Il ne s'agissait plus d'affirmation, mais de cohérence. Les premiers jours, j'ai éprouvé une solitude particulière. Pas celle qui fait peur, mais celle qui oblige à se rencontrer soi-même, sans distraction. Je marchais beaucoup. Dans les rues, au parc, sans destination précise. Marcher m'aidait à remettre les choses à leur place. Le mouvement extérieur apaisait l'agitation intérieure. Je retrouvais un rythme qui n'était plus dicté par le nec, adaptation constante aux autres. J'ai repris l'écriture. Non pour raconter ce qui s'était passé, mais pour déposer ce qui restait. J'écrivais des phrases courtes, sans pathos. Des constats. Je n'ai plus à me justifier. Je choisis mes silences. Je n'explique plus ce qui est clair pour moi. Ces phrases me servaient de repère. Elles m'empêchaient de glisser à nouveau dans l'ancien réflexe de l'excuse. Peu à peu, des liens nouveaux se sont tissés, des échanges simples, sans enjeu caché. Une voisine rencontrée à la boulangerie. Un salut régulier au jardin public. Ces relations n'avaient rien d'intense, mais elles étaient légères. Honnêtes. Personne ne me connaissait par mon rôle. J'étais simplement une présence parmi d'autres. Cette neutralité bienveillante m'a fait du bien. La question du pardon est revenue, comme elle revient toujours quand le calme s'installe. Je l'ai abordée sans obligation morale. Pardonner pour moi ne signifiait pas effacer ni excuser. Cela signifiait cesser de me définir par ce qui m'avait blessé. J'ai compris que je pouvais avancer sans trancher cette question définitivement. Le pardon n'est pas un acte unique.
C'est parfois un mouvement lent, intermittent. J'ai accepté que certaines relations restent distantes. Je n'ai plus cherché à réparer ce qui s'est été abîmé par le silence imposé. Réparer à tout prix aurait été une nouvelle manière de me trahir. J'ai laissé chacun venir à moi, s'il le souhaitait, sans invitation ni rejet. Cette disponibilité sans attente m'a apporté une paix inattendue. Il y a eu des moments de mélancolie. Ils survenaient souvent le soir, quand la lumière baissait. Je les accueillais sans les combattre. La mélancolie n'était pas un regret. Elle était la trace d'un attachement ancien, désormais transformé. Je la laissais passer comme une vague, sans m'y noyer. Elle me rappelait que j'avais aimé sincèrement, même si cela m'avait coûté. Je me suis rendu compte que ma foi avait changé de tonalité. Elle n'était plus défensive. Elle n'avait plus besoin de se cacher ni de s'exposer. Elle était devenue une présence intérieure, stable, discrète. Je priais moins avec des mots, plus avec des gestes. Prendre soin, écouter, refuser ce qui m'efface. Cette foi-là me semblait plus juste, plus incarnée. Avec le temps, j'ai retrouvé le goût des petites choses. Un café pris au soleil, une conversation sans soi entendue. Un livre lu jusqu'au bout. Ces plaisirs modestes n'étaient pas des compensations. Ils étaient des preuves. La preuve que la vie continue, quand on cesse de se tordre pour entrer dans des cadres qui ne nous correspondent plus. Je n'ai pas cherché à être heureuse à tout prix, j'ai cherché à être alignée. Et dans cet alignement, le bonheur venait parfois, sans prévenir, sans éclat. Il se glissait dans une respiration plus ample, dans une décision assumée, dans un silence choisi. Je savais que cette étape n'était pas la fin de l'histoire. Elle était une transition. Un espace de respiration, avant le dernier regard posé sur le chemin parcouru. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de ce regard. Je me tenais là, dans cette nouvelle vie, non pas victorieuse, mais debout. Et cela suffisait. Je regarde aujourd'hui ce chemin parcouru, sans chercher à le juger. Il n'a pas été droit, ni rapide, ni exemplaire. Il a été humain. Fait d'élan retenu, de silence trop long, de prise de conscience tardive. Et pourtant, c'est précisément cette lenteur qui lui donne son sens. J'ai appris que l'on ne se redresse pas d'un coup. On se redresse quand on accepte de ne plus se plier. Si je reviens au point de départ, à cette phrase prononcée sans ménagement, « Mettez le crucifix là-bas », je n'y vois plus seulement une maladresse ou un abus d'autorité. J'y vois un révélateur. Un instant où quelque chose de profondément enfoui a demandé à être reconnu. Ce n'était pas une attaque contre ma foi. C'était une mise à l'épreuve de ma capacité à me respecter. Longtemps, j'ai cru que la paix passait par l'effacement, que l'harmonie se construisait à force de concessions silencieuses. J'ai confondu patience et renoncement, humilité et disparition. Je n'étais pas faible. J'étais fidèle à une idée de l'amour qui demandait toujours plus de moi, sans jamais vérifier ce que cela me coûtait. Aujourd'hui, je sais que la fidélité à soi n'est pas une trahison des autres. Elle est une condition. Sans elle, tout lien devient bancal, tout accord fragile. J'ai compris que je pouvais rester ouverte sans être perméable, accueillante, sans être envahie, croyante, sans être docile. Cette distinction m'a libérée plus sûrement que n'importe quelle confrontation. Je n'ai pas cherché à réécrire l'histoire pour me donner le beau rôle. J'ai accepté ma part de silence, ma part de responsabilité.
J'ai accepté d'avoir attendu trop longtemps. Pour dire non, cette acceptation ne m'a pas écrasé. Elle m'a rendu lucide. Et la lucidité, quand elle n'est pas teintée de rancune, est une force tranquille. Il reste en moi une douceur mélancolique, celle qui sait ce qu'elle a perdu en chemin. Une certaine naïveté, une confiance spontanée, des illusions confortables. Mais cette perte n'est pas un vide. Elle a fait place à quelque chose de plus solide. Une paix qui ne dépend plus du regard des autres. Je pense souvent à celles et ceux qui vivent encore dans... Je pense souvent à celles et ceux qui vivent en train... On n'ose pas nommer. À celles qui se taisent pour ne pas troubler, à ceux qui déplacent ce qui leur est cher, pour éviter un malaise. Je ne leur dirai pas quoi faire. Je leur dirai seulement ceci. Votre ressenti a une valeur. Votre malaise est un message. Il ne demande pas forcément une bataille. Il demande une écoute. La foi, l'amour, le respect. Aucun de ces mots ne devrait servir à justifier l'effacement. Ils sont faits pour élever, pas pour réduire. Quand ils deviennent des outils de contrôle, il est légitime de s'arrêter et de dire « Cela ne me ressemble pas ». Cette phrase, simple, peut changer une vie. Je ne sais pas si ceux qui m'entouraient ont compris ce qui s'est joué. Peut-être racontent-ils l'histoire autrement. Peut-être minimisent-ils encore. Cela ne m'appartient plus. J'ai cessé de vouloir être comprise à tout prix. Être juste avec moi, à même est devenu plus important. Je vis désormais avec moins d'attente et plus de clarté. Je choisis ce que je montre, ce que je garde, ce que je déplace et ce que je ne déplace plus. Je ne cherche plus à anticiper les réactions. Je laisse chacun être responsable de ce qu'il ressent face à mes limites. Cette posture n'est pas dure, elle est stable. S'il y a une chose que je retiens de tout cela, c'est que le silence n'est pas toujours une faiblesse. Il peut être un refuge, une pause, une préparation. Mais il devient dangereux quand il nous oblige à nous renier. Le jour où j'ai compris cela, mon silence a changé de nature. Il n'était plus une soumission. Il était un choix. Parce qu'au bout de ce chemin, après avoir tout regardé en face, j'ai appris une vérité simple, ferme et profondément libératrice. Le silence peut aussi être une forme de justice.